Alors, 2026, on y est. Aujourd'hui, le premier lundi du mois. Nous recevons pour vous, il est le coordonnateur provincial d'Ensemble pour la République, Mike Moukebaye. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Dans votre nouvelle casquette. Ben ouais. On vous a déjà vu à l'œuvre. C'est passé hier sur plusieurs médias. Alors, l'honneur nous est aussi fait aujourd'hui sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous en tant que coordonnateur? Oui, il y a rien de nouveau à mon niveau, parce qu'en fait, les canevas a été tracé déjà au niveau de Bruxelles lors de notre dernier conclave, pendant que moi j'étais encore en prison, donc je n'ai pas pu participer à ces conclaves. Donc il s'agit des recommandations de ces conclaves-là que moi j'avais concrétisées avec mon équipe qui est constituée principalement de 2 adjoints, donc Mme Solange Mafouta et Maître Simon Boulou. Donc les principales recommandations, c'est de redynamiser le parti, de relancer l'implantation et d'être capable donc de mobiliser lorsque viendra le moment. C'est cela. Ce sont ces missions-là que je tente de concrétiser. Alors nous avons un canevas, nous allons commencer par un état de lieu, nous arrivons. Je suis gêné de le dire un peu, donc nous partons à zéro. Nos prédécesseurs ne nous ont pas aidés, n'ont pas en tout cas travaillé à consolider les ressorts du parti à Kinshasa. Nous allons commencer par un état de lieu, des consultations au niveau de toutes les structures, de base à Kinshasa, pour que les structures nous donnent les matériaux avec lesquels nous pouvons orienter nos actions dans le futur proche. Est-ce que vous comptez réussir alors vos prédécesseurs ont échoué? Non, je ne pense pas qu'ils ont échoué. Il y a peut-être à redire, mais il faut considérer que le contexte n'a pas été si propice pour permettre au parti de fonctionner. C'est ce que d'ailleurs nous déplorons jusqu'à ce jour. M. Félix Tshisekedi a instauré une dictature très sournoise, qui consiste à nous intimider tout le temps, à arrêter des opposants sans aucun respect aux procédures. Et il a bâillonné complètement la presse. Ici, il n'y a plus de médias proches de l'opposition. Hein. Ils y sont allés par des pressions économiques, ils ont étouffé le média, tous ont rallié le régime. Donc c'est dans ce contexte-là que mes prédécesseurs ont travaillé, ça n'a pas été facile. Et quand vous nous posez la question de savoir si nous avons le moyen pour réussir, c'est un défi. Et en tout cas, nous sommes assez outillés pour répondre à ces défis-là. Mais ensemble, on sait que c'est un parti qui n'est que l'ombre de lui-même. Ensemble est vraiment très, très étouffé, d'autant plus que le président Katumbi est en exil. Au niveau de l'Assemblée nationale, Ensemble ne s'est fait pas sentir. Au niveau du Sénat, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale, il faut comprendre qu'en démocratie, une opposition a toujours du mal à imposer ses marques. Parce que la règle de la démocratie, c'est d'aboutir par un vote, et c'est toujours la majorité qui l'emporte. Alors, quand vous êtes en démocratie et que vous représentez l'opposition, ce que vous faites, c'est que vous vous préparez à une alternative. Vous y allez pour montrer à l'opinion, pour montrer aux électeurs, voilà ce que nous représentons. Si vous nous donnez les suffrages aux prochaines élections, nous pouvons transformer dans ce pays. C'est normal que vous vous plaigniez de nous à l'Assemblée nationale en disant que nous ne nous faisons pas entendre, mais il arrive que nous nous fassions entendre et que nous représentions réellement cette alternative. Donc voilà la réalité du rapport de force au niveau de l'Assemblée nationale. C'est typique à la démocratie, c'est pas propre au Congo. Allez, vous allez plus loin, vous dites que le parti est aphone, on ne sent pas le parti. Nous l'avons reconnu. Il y a un certain flottement que nous vivons, que nous connaissons. Ce flottement est dû au fait que les belligérants ont confisqué l'initiative. Là où les balles sifflent, il est difficile d'imposer des idées. C'est pourquoi que nous nous battons, nous, dans l'optique d'obtenir des dialogues pour revenir à l'exercice démocratique classique. Et là, nous pourrons faire entendre notre voix. Pour l'instant, comment faire pour faire entendre cette voix? Et voyez-vous d'ailleurs que le parti a pris une initiative très très louable récemment, l'initiative d'aller à l'encontre de tous les partis pour essayer de changer et donc relancer l'idée du dialogue. C'est déjà ça, c'est qu'Ensemble a fait en tant que parti, et vous avez vu qu'il y a même toute une structure qui a été mise en place et à laquelle a été confiée cette mission, des directeurs exécutifs nationaux. Où il n'y a pas des jeunes, il n'y a que des vieux. Ces vieux, certains disent
ils seraient fatigués, ils ne peuvent pas faire face aux enjeux. Ces enjeux, il faut des jeunes dynamiques qui peuvent certainement se lancer, se donner, mais quand vous avez des vieux, à un moment donné, ça... Quand vous dites, vous pensez que Salomon Kalonda est aussi vieux que ça? Non, et peut-être, bon, juste Salomon Kalonda et les autres. Mais c'est juste un directoire des 6 membres. Vous voudriez que... Il fallait qu'il y ait combien de jeunes là? Du 109. Bon, je crois qu'il y a un problème de disponibilité aussi. Les présidents étant en exil, c'est d'ailleurs ça l'une des expressions de la dictature de Félix Tshisekedi, d'avoir contraint Moïse Katumbi à l'exil. Et j'ai entendu quelqu'un me répondre dans un média ici pour dire que ce n'est pas le milieu naturel de Katumbi ici, il aime être en exil. Je me demande ce que ça signifie en français. Les gens de l'IDP de la majorité ont certaines choses qu'ils avancent comme ça, sans aucun fondement. Et donc voilà, il y a aussi une question de disponibilité pour être en mesure de réagir promptement quand il s'agit de le faire. Et je crois que c'est ça qui a dicté peut-être ce choix-là. Alors, vous ne tenez pas compte aussi du milieu dans lequel vous êtes. Il y a des enlèvements. On a enlevé le secrétaire permanent, Chadari. Il y a certains médias qui, d'ailleurs, vous l'avez d'ailleurs dénoncé, qui n'arrive pas beaucoup plus à exprimer sa ligne éditoriale par rapport au contexte actuel, le contexte de la guerre. Et pendant ce temps, le parti Ensemble, comment il compte beaucoup plus s'imposer? Mais quand vous dites les médias, vous ne les dénoncez pas assez. Moi, je ne vais pas vous demander de vous exposer à des risques. C'est à vous de savoir ce que vous faites. Mais laissez-moi quand même souligner que je trouve que vous êtes devenu, vous, le média, très accommodant. Vous vous accommodez à ce que le régime vous impose. Comment peut-il être possible que Patrick Mouyaya ou le gouvernement dans son ensemble se permettent de dicter un comportement aux médias? Qu'on interdise aux médias de donner l'information quand une ville, par exemple, tombe. Comment? En vertu de quel pouvoir? Ça vient d'où? Les libertés ne peuvent être restreintes que dans les limites prévues au terme de la Constitution. Est-ce qu'il y a eu ici une proclamation de guerre pour dire que nous sommes en état d'urgence, que les libertés ont été réduites? Il n'y en a pas. Au nom de quoi? J'ai entendu Patrick Mouyaya dire dans une émission en face de comment il s'appelle, Élysée Odia, mais comment vous partagez dans les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp, les tweets du ministre des Affaires étrangères rwandais. Quoi? Les Congolais n'ont pas le droit de lire et de s'informer sur ce que le Rwanda dit sur le Congo. Lui, Mouyaya, lui peut lire ça. Lui, il lit, non? Quand Olivier, le ministre, là, lui, tweet, Mouyaya lit pour répliquer. Donc lui, il a le droit de lire. Les autres n'ont pas de lire et de partager cette information. Donc, ils nous privent même le droit d'être informés. C'est très grave. Et vous vous soumettez à ces dictats-là. Quand vous me posez la question de comment nous allons nous comporter, nous allons nous comporter démocratiquement. Nous allons faire recours à tout le droit qui nous soit accordé en vertu de la législation congolaise. Quand viendra le moment de descendre dans la rue, nous descendrons dans la rue. Nous savons que nous nous exposons à certains risques, mais que voulez-vous? C'est le prix à payer pour défendre la démocratie. Nous serons dans la rue. Nous nous y préparons sérieusement. Vous savez, ils se sont beaucoup gargarisés là en disant que l'opposition a pété. C'est fini cette affaire d'opposition a pété. Nous allons nous dresser là, c'est fini. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi ils sont si fiers de dire opposition a pété. C'est eux qui nous ont mis en difficulté. Comment? Mais l'UDPS, vous posez la question comment? Ils ont mené une opposition pendant 3 décennies, une trentaine d'années, ils s'en sont flattés, ils arrivent au pouvoir, non, ils excellent dans la corruption. Et les Congolais ont perdu confiance dans la classe politique. C'est de ça que nous souffrons le plus aujourd'hui à cause de M. Tshisekedi. Il a détruit complètement la confiance de Congolais dans la classe politique. On ne croit plus en nous. On nous dit vous serez comme eux quand vous serez au pouvoir. Nous devons d'abord nous commencer par convaincre que nous ne serons pas comme eux. Voyez-vous combien ils nous ont rendu la tâche difficile? C'est pourquoi ils se flattent opposition, peut-être parce qu'ils ont détruit cette confiance-là. Et ont bénéficié de cette confiance, ils ont accédé au pouvoir. Voilà ce qu'ils en font. Alors, aujourd'hui, Ensemble pour la République, on l'a vu, c'est un parti non armé qui refuse de prendre des armes. Oui, c'est clair. Notre position est claire là-dessus. Moi, je suis même étonné qu'on me prive mon passeport. Les gens, je ne sais pas. Alors pourquoi chaque fois ça va faire bientôt 1 année que j'attends mon passeport. Qu'est-ce que je vais aller faire à Goma? C'est une option qui dépend du tempérament d'un individu, de sa vision de la société. Moi, je crois que je suis à même plutôt de faire mieux
sur des plateaux de télé, sur le débat démocratique, que sur un autre terrain. C'est là que j'excelle. Et pourquoi les cadres sont inquiétés? On a vu Christian Mwando au niveau de Moba, sa résidence a été à un moment donné inquiété. On a vu Moïse Katumbi Chapoué à chaque fois. Non, mais ça c'est clair. On n'a plus confiance, malgré vos déclarations sur lesquelles que vous êtes un parti. Mais quand vous avez affaire à un régime dictatorial, vous vous attendez à toutes ces dérives-là. C'est des actes d'intimidation. Ils sont là à soupçonner les gens, à vous classifier, à vous catégoriser. C'est pourquoi ils échouent dans tout le reste de ce qu'ils font. Sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan du développement économique, pour répondre aux questions sociales posées par la population. Ils échouent parce qu'ils passent le plus clair de leur temps à réfléchir sur des stratagèmes à monter contre les opposants. C'est à ça qu'ils se livrent tout le temps. Ils sont enfermés dans des cabinets. Quand ils ne se livrent pas à ça, s'ils sont dans le montage pour comment détourner les deniers publics. Regardez ici, ils ont sorti des milliards d'argent. Je le disais à mes collaborateurs, ils ne me croyaient pas. Mouzito a signé une facture ici, 128 milliards de francs congolais hein, pour les vivres à offrir aux fonctionnaires. Et la même facture arrive chez la première ministre, selon ce que j'ai lu, elle n'a jamais démenti, elle la passe à 132 milliards de francs congolais. Au fini, tu sais ce qui s'est passé quoi? J'ai dit ça, laisse-moi me répéter à mes collaborateurs, ils ne me croyaient pas, mais ces vivres-là, c'est pas pour remettre en réalité aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ne reçoivent chacun qu'un sac ou 2 sacs de riz et un carton. Mais ce sont les premiers ministres eux-mêmes qui sont les premiers bénéficiaires de ces vivres. Les ministres. Oui. Pour entretenir leur base, ils reçoivent chacun 500 sacs. 500 sacs de riz, 500 sacs... Mais allez-y voir dans leur parti politique, tous ont reçu des vivres. Allez au parti Nouvelle-Land de Mouzito, les vivres ont été distribués à tous les cadres. C'est à ça que ça sert. Donc on détourne toujours l'argent, sous une forme ou une autre. Quand ce n'est pas des surfacturations, c'est qu'on achète des vivres prétendument pour offrir aux fonctionnaires. Mais en réalité, il n'y a que 10% ou 20% de ces vivres qui vont aux fonctionnaires. Les restes, c'est à eux pour entretenir leur base. Voilà ce qu'il faut. Et c'est pourquoi ils échouent. Alors, aujourd'hui, Ensemble pour la République, on vous a vu, vous êtes coordonnateur, et un débat, vous aviez demandé un débat avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Déjà, ils m'ont pas très bien compris. Moi, je n'ai pas le temps de demander un débat à Kabouya. Oui. Ils m'ont pas très bien compris. Je n'ai pas le temps de lui demander parce qu'il ne viendra pas. J'ai déploré le fait que depuis qu'il est là, secrétaire général du parti présidentiel, parti au pouvoir, je ne le vois que sur les arbres. Si ce n'est pas pour stigmatiser, c'est pour contrer les gens, c'est pour attaquer, c'est pour insulter. Lui, il ne crée pas. Lui, il ne porte pas un message pour montrer aux Congolais, voilà ce que représente l'UDPS, voilà où nous voulons amener le Congo. Ça, il n'est pas capable de le faire. Tu ne le verras jamais sur le grand plateau de télé, comme ici chez toi, pour venir parler de la vision de l'UDPS. Tu ne les verras pas, tu ne les verras jamais sur le plateau de TV5 Monde ou sur le plateau de France 24. Quand vient le moment de parler de la vision de l'UDPS, on va t'appeler l'ancien conseiller qui était porte-parole, je crois, du président de la République, Eric Ngindou. On n'appellera jamais, on n'invitera jamais à Kabouya. En tout cas, à la limite, il déclinera l'invitation. C'est de ça que j'ai parlé. Moi, je n'ai pas besoin d'un débat avec lui parce qu'il ne viendra pas. Il a quel matériau pour faire ce débat-là? Alors, 2026... Et puis, on est en train de m'opposer le fait que moi, je ne suis qu'un simple figurant. Il est haut gradé. Il a déjà fait ces débats là, quand même avec d'autres secrétaires généraux comme lui. Il a déjà fait quand? Ou seul, est-ce qu'on l'a déjà vu produire une intelligence sur un sujet donné en ce qui concerne les programmes structurants pour construire un Congo nouveau? On l'a déjà vu faire ça. Moi, je ne peux pas demander un débat avec lui. Il le verra comment? Dans quelle langue? Alors maintenant, au niveau de la RDC, le 17 janvier, une réunion de haut niveau, au niveau des Togo. On parle d'une réunion de cohérence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si au niveau de Doha, ça continue un peu à tituber, est-ce qu'au niveau du Togo, la solution pourrait sortir? Non, je ne pense pas qu'il y aura une solution au niveau du Togo. Le Togo va essayer un peu de déblayer le chemin. Ces jours-ci, il y a eu trop de cristallisation. L'avancée de la FCM23, qui est une flagrante violation de l'accord de cessez-le-feu qui a été signé à Doha. Et puis les flous qui persistent autour d'Ouvira. Est-ce que les troupes de la FCM23 se sont retirées ou pas? Tout ça. Donc il faut déblayer, il faut essayer un peu de remettre
la confiance chez les uns et les autres. C'est cela le grand travail auquel Lomé va se livrer. Mais la réussite du processus dépend en très très grande partie de l'implication de Trump. Vous avez vu quand même que quand il a tapé du poing sur la table face au Rwanda au M23, à l'F-23, les lignes ont quand même un peu bougé. Si Washington, qui aujourd'hui s'est engagé davantage avec l'implication personnelle de Donald Trump comme les parrains de l'accord de Washington, avec l'entérinement par les deux États concernés, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc si Washington maintient cette pression, il y a beaucoup de chances que nous parvenions à un compromis du côté de Doha. Mais il faut retenir que les dernières informations tendent plutôt à ouvrir des perspectives très pessimistes, parce qu'on dit que Kinshasa ne serait pas très très disposé à poursuivre Doha, et ce serait une erreur fatale de la part de Kinshasa. Parce que refuser de négocier signifierait qu'il envoie un message très négatif au monde pour dire que je ne suis pas prêt, moi, à me débarrasser des FDLR, laissez-moi obtenir une victoire militaire et je déciderai. Pourtant, le monde est sur une option très claire, une option portée à bras-le-corps par les États-Unis, à savoir pas de solution militaire pour qu'on ouvre la voie à des vraies négociations pour s'attaquer aux causes profondes de la guerre. Parce qu'au niveau de Doha, on a suivi même le ministre des Affaires étrangères burundais, qui a d'ailleurs été réprimandé par le président burundais, dire que Doha est beaucoup plus favorable au Rwanda qu'à la RDC, que Doha ne favorise pas certains. Ça a donné l'impression qu'en fait, le Burundi jouait le rôle de prête-voix, que le Burundi parlait au nom de la République démocratique du Congo, qui en fait exprimait sa méfiance envers de Doha. Mais ça va dépendre des pressions américaines. Et si ces pressions sont si fortes et sont maintenues, donc Kinshasa sera bien obligé de revenir à la table de négociation. Parce qu'il faut retenir quelque chose, Kinshasa n'a pas le moyen, ni militaire, ni diplomatique, ni tout autre, pour imposer sa volonté à l'issue du processus. Non, il n'a pas ce moyen-là. Déjà que la Russie, qui est une puissance, peine à imposer son tempo face à l'Ukraine, il y a quand même un contrepoids, et alors Kinshasa, c'est pas évident. Aller dans cette voie-là, c'est qu'ils risquent de se planter. Alors maintenant Togo. Togo, ça c'est un passe-temps? Est-ce que c'est opportun? Non, c'est-à-dire Togo va être quelque chose de plus ou moins protocolaire. Togo va permettre simplement de dire aux uns aux autres, retourner à la table des négociations. Il n'y a pas grand-chose à attendre de Togo. Alors, mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça sera retourné à Doha? Parce que déjà, les Qataris s'étaient eux-mêmes désengagés. Les Américains ont dû leur demander de reprendre la main, de revenir, donc dans le rôle de médiateur. Vous avez vu qu'ils ont essayé, quand la FCM23 avançait vers Ouvira, ils ont tenté d'appeler les belligérants pour essayer un peu de calmer les tensions à l'époque, mais tout de suite après, les Qataris se sont rétractés. La question, c'est de savoir, est-ce que les Américains vont maintenir la pression pour que nous retournons à Doha, ou que finalement, les Qataris vont se dessaisir pour dire, nous laissons la main aux Africains, donc à Lomé ou peut-être à Luanda. C'est la question. Et pourquoi Doha, où les Américains n'arrivent pas à contraindre la FCM23 à quitter, à libérer Goma Bukavu? Quand vous posez... Est-ce que ça ne sera pas peut-être les plans je continue la question. Vous savez, les plans américains proposés à l'Ukraine, c'est de laisser toutes les terres occupées par la Russie. Mais vous parlez du plan... Ça ne risque pas... Non, vous parlez du plan américain, qui a été un peu contrebalancé par les Européens quand même, ces plans-là. Mais vous parlez du plan américain. Ici, il y a aussi un plan américain. Il y a un accord qui a été signé. La question que vous me posez là, elle sort du cadre de cet accord. Il y a un accord qui s'appelle l'accord de Washington, qui a été entériné par le chef d'État, qui prévoit un processus à mettre en œuvre. Donc tout ce qui c'est fait dans le cadre de ce processus. La question que vous vous posez, elle sort de ce processus-là. Quand vous demandez si les Américains ne peuvent pas demander à une partie de ces retraits, ce n'est pas prévu dans l'accord. Il faut poser la question à ceux qui ont signé l'accord. Pourquoi ne l'ont-ils pas exigé? Et c'est même ça, là, moi, qui me scandalise. Quand ils y vont, ils sont incapables d'obtenir la mention agression-retrait. Et il y a même plutôt à la place du retrait une expression très pudique pour parler de la levée des mesures défensives. Ce qui, à mon point de vue, est très flou. C'est quoi les mesures défensives? Le Rwanda peut vous dire à la limite que ce sont les pratiques de brouillage
qu'il opérait à la frontière, qui avait de l'effet sur les vols au niveau de Goma, ainsi de suite, tout ça, et vous dire, je m'arrête là, et voilà. Donc, ceux qui vont à ces négations eux-mêmes ne sont pas capables, et quand ils échouent, ils reviennent, comme si nous devenons un exécutoire pour eux. Donc, c'est à nous de condamner l'agresseur. Moi, je m'en moque. Donc, jusque-là, au niveau de l'accord de Washington, on ne peut pas s'attendre, c'est-à-dire à l'évacuation des M23 au niveau de Goma-Bukavu. Mais est-ce que c'est prévu dans l'accord? Vous me posez la question, sur quelle base? Un accord a été signé, des engagements ont été pris. Et moi, je suis un témoin indirect, éloigné de ce qui a été fait. Mais comment vous allez exploiter, vous voulez que moi... vous allez exploiter dans un pays insécurisé? Mais Américains c'est au parti signataire de mettre en œuvre l'accord pour que nous parvenions à la paix. C'est cela. Soyons sérieux avec nous. Sinon, là, vous aidez le pouvoir à continuer à promouvoir son double langage, son langage ambigu, un langage donné quand il est à la table de négociation face aux belligérants au Rwanda, et quand il revient ici, alors pour gérer les faucons du camp, pour un peu tromper l'opinion, on dit non, nous dénonçons. Mais allez-y dénoncer là-bas quand vous êtes en face des agresseurs. Ne venez pas dénoncer ici. Au nom des intérêts, les Américains ne peuvent pas chasser les FCM23. Vous parlez de quels intérêts? Vous voulez me parler de l'accord, ce qu'on appelle accord de partenariat stratégique? Oui. Ce n'est d'abord pas un accord, retenez-le. Nous sommes au stade d'un mémorandum d'intention. C'est un document qui trace les cadres de la coopération future. La coopération n'a pas encore commencé. C'est un document global qui trace les principes généraux, qui dit voilà ce que nous allons faire, ainsi de suite. Les Américains pourront investir dans tel secteur, dans l'énergie, l'agriculture, ainsi de suite. Et en retour, les investisseurs américains viendront commencer par l'exploration, parce que les mines certifiées, elles n'existaient plus. Il faut commencer par l'exploration. L'exploration vous prendra 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc ça signifie que la mise en œuvre de cet accord, si elle a lieu un jour, c'est pas tout de suite. Et encore que de médias internationaux, j'en cite un ici, comme Le Monde, parlent déjà d'un accord hypothétique. Et alors vous y allez, sur base de cet accord, vous commencez à faire des projections. Et pensez changer de rapport de force rien qu'avec un mémorandum d'intention. Vous vous trompez dans l'analyse complètement. Et avec cet accord, c'est qu'on peut stopper même la progression du M23. Non, il n'y a pas d'accord, je vous l'ai dit. Il n'y en a pas. C'est un mémorandum d'intention. C'est un cadre qui est tracé pour la collaboration future. Et cette collaboration future prendra du temps. Il y a des exigences qui sont imposées à la République démocratique du Congo. Nous devons modeler nos textes légaux en ce qui concerne le secteur minier en tenant compte de la philosophie de cet accord. Ça peut nous prendre 1 an ou 2 ans. Il faut aller jusqu'à retoucher notre code minier. C'est un travail à faire en profondeur. C'est pas facile. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Tout ça va vous prendre 1 an, 2 ans. Mais non, certains pensent, comme ils ont l'habitude de se créer des miroirs aux alouettes, ils en ont l'habitude, c'était créé un miroir aux alouettes ici appelé EAC qui allait débarquer à Bunagana, ça n'a jamais été fait. Ils sont passés à notre miroir aux alouettes, la SADC, mandat offensif, ça n'a pas été matérialisé. Et puis, ils sont venus avec les deals minéraux contre sécurité, qui a en fait dérivé en un avatar appelé accord des partenariats stratégiques. C'était pas ça au départ. Vous comprenez un peu. Au départ, et allez-y, allez. C'était mine contre. Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'on vous donne les minéraux. Oui, comment ils peuvent s'implanter? Et puis vous assurez la sécurité. Il y a eu comme une dégradation du projet qu'eux ont amené. Les Américains l'ont dégradé, ces projets-là. Est-ce qu'il y a un problème d'experts? Il n'y a pas eu des gens qui ont non, bien l'approche a été mauvaise. Il n'était nullement question des intérêts économiques autour de la table de négociation. Nous y allons pour parler d'accord de paix. Et Kinshasa a pensé mettre en avant les intérêts économiques, croyant que ça allait servir d'appât pour avoir l'appui américain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est cela. Il faut bien le reconnaître. Et plus encore, il y a certaines des dispositions dans cet accord qui posent des questions réelles. Quand on vous dit que à chaque fois que nous devons faire des concessions, céder nos intérêts miniers ici et là-bas, nous devons d'abord poser la question aux Américains. Ça signifie quoi, ça? Ça n'est pas la question aux Américains. Ben oui, c'est une sorte de droit de préemption que nous accordons aux Américains. En contrepartie de quoi? Donc ils ont maintenant, eux, le dernier mot sur les décisions à prendre dans les secteurs miniers chez nous. C'est très grave, ça. C'est là que je donne raison à Monseigneur Fulgence Muteba. Lui, il est allé loin pour parler. Mais si, c'est grave. 99 ans. Mais et en plus encore, regardez le flou.
l'opacité qui a entouré les négociations autour de ces documents jusqu'à sa signature. Il n'y a pas eu de débat, ici sur place, à quelque niveau que ce soit. Mais il s'agit de nos minéraux. Tes minéraux à toi, à tes enfants, aux enfants de Félix Tshisekedi, à nos enfants, à nous tous. Il n'y a pas eu de débat public. Au niveau de quelle institution? Tu as suivi? Même pas au gouvernement. Tu as déjà vu un rapport, un compte rendu d'un conseil des ministres qui dit nous avons discuté de cette question, voilà les options que nous avons levées et que nous, au moins le Congolais, nous sachions où ils nous mènent, où ils nous conduisent. Il n'y a pas eu de débat, surtout pas à l'Assemblée nationale. Là, c'est une chambre d'entérinement complètement sous l'union sacrée. Voilà. Ça ne sert à reproduire l'écho de ce qui est décidé au niveau, si ce n'est pas du président de la République, à d'autres niveaux. Voilà, merci beaucoup Mike Moukébaye, parce que vous avez un calendrier très chargé aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2026 pour votre parti? Bon, notre parti pour 2026, c'est que nous travaillons en tout cas ardument pour obtenir le dialogue. Nous nous sommes engagés, il y a une feuille de route qui a été... Vous y croyez au dialogue? Oui, nous y croyons, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'il y aura dialogue? Oui, il finira. Parce que déjà, le pouvoir, non, il finira, non. Le pouvoir veut aller... Non. Il faut comprendre. Veut opter pour le... Oui, il y a eu bien des positions radicales qui ont été exprimées tout au long de ce processus et qui, en fait, après, ont été revues. Il y a eu bien de positions. Nous n'irons pas ici, je ne rencontrerai pas tel et tel autre. La solution, c'est les dialogues nationaux, mais les dialogues nationaux inclusifs. Et d'ailleurs, là, je tire mon chapeau à Martin Fayoulou qui a encore réitéré sa position en soutien donc à la convocation d'un dialogue national inclusif très vite. Avec beaucoup plus de conditions. Hein. C'est-à-dire que pour que vous participiez à ce dialogue, vous devez condamner le Rwanda. Si non. Vous ne serez plus s'il s'agit d'un tel dialogue, alors il s'agit c'est un congrès de l'Union sacrée bis, et donc Félix Tshisekedi peut le convoquer là. Parce qu'il veut dialoguer avec ceux qui ont la même compréhension de la crise que lui. Mais il n'a qu'à convoquer l'Union sacrée, ça va aller, non? Comment vous voulez dialoguer avec ceux qui... Ça, c'est un monologue, ce n'est plus un dialogue. Donc nous y croyons, nous y arriverons, c'est une question de temps, et pas beaucoup de temps. Voyons voir d'ici fin janvier, et que la perspective s'ouvre autour de la reprise des négociations de Doha, où Doha est baptisé, je ne sais pas, Lomé ou Luanda, ça va nous montrer clairement où nous allons, et Doha, un compromis, s'il est trouvé là-bas, si c'est qu'ouvrira la voie à un dialogue. Le dialogue, il est supposé être convoqué par Félix Tshisekedi, juste comme un acte protocolaire, mais ce n'est pas à lui de garder l'initiative, parce que lui-même, il est une partie à la crise. Quand il envoie sa délégation à Doha, il le signe comme partie. La déclaration de principe de Doha dit quoi? Les partis conviennent, les partis... C'est ça, déclaration de principe de Doha entre le gouvernement de la République du Congo et l'F-123, entre parenthèses, les partis. Il y a longtemps qu'il a déjà reconnu qu'il est une partie au conflit, comme toute autre partie. Les restes, c'est de la communication pour ne pas irriter les faucons, manipuler ses propres partisans, leur montrer que je garde encore la main, ne vous inquiétez pas, je suis encore le plus fort, c'est tout. Voilà quoi. Voilà, merci beaucoup Mike Moukébaye, surtout de votre passage. Ça n'est fini, nous fait le meilleur. Mais où serait Francis Kalombo? Mais Francis Kalombo, il est en Belgique, c'est ce que je sais. Mais ça fait longtemps, il est devenu un phone. Mais il a un numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler et lui poser la question. Il est toujours en parti? Vous dites? Il est toujours parti? Je crois qu'il est toujours reparti. Vous croyez? Je ne suis pas son porte-parole, je suis le coordonnateur de la ville de Kinshasa. Voilà, merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Voilà, merci. Alors, le plaisir a été pour moi de vous servir. Mais je voulais juste lancer un appel aux Kinois. J'ai entendu les Kinois dire que Moukébaye, nous comptons beaucoup sur vous. Et c'est eux aussi qui ont exercé des pressions dans une certaine mesure sur la lâcheté de mon parti pour qu'on en arrive à ma nomination. Aujourd'hui, je me retourne vers eux. J'ai dit, sans vous, Kinois et Kinois, je ne réussirai pas. Il est temps que vous mobilisiez. Je veux voir de longues files au sein d'ensemble pour la République, Kinois et Kinois, pour que vous venez prendre l'adhésion à mon très cher parti Ensemble pour la République. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Mike Moukébaye. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Et ça n'est fini avec vous à ce matin du 5 janvier 2026, le tout premier d'ailleurs. Restez branchés sur Télé 50,
Et à très bientôt. À 13h, la grande édition de Christopher Ochokoum, 13h-14h. Et à 18h, Kinshasa Direct, Arlette Boutella, 19h. Grâce à Lambeau pour la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.